Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de géopolitique pour vous expliquer pourquoi Donald Trump, c'était la paix, et pourquoi Joe Biden, c'est la guerre. Et comme on a pu le voir, la gouvernance de Trump a été une gouvernance de paix, et celle de Joe Biden, on voit qu'elle se dirige vers, si ce n'est pas la guerre ou une guerre mondiale, c'est une guerre en Europe et ce sont en vérité des énormes conflits d'intérêts entre Américains et Russes qu'il y a derrière cette guerre en Ukraine. Alors, on vous met beaucoup d'émotionnel dans les informations que vous pouvez voir sur les médias, alors que vous écoutiez ces informations, que vous soyez en Russie ou en Europe. Moi, j'ai les sons de cloche qui viennent un peu de partout, puisque j'ai un vaste réseau de followers, et même un réseau d'amitié, qui me permettent d'avoir à peu près tous les sons de cloche qu'on entend, et je connais aussi la géopolitique et ce qui se trame derrière cette histoire de guerre en Ukraine. Alors, il faut revenir en arrière pour essayer de comprendre pourquoi à l'époque de Trump, il n'y a pas eu cette guerre. Il y avait effectivement un conflit en Syrie, mais on peut voir que l'Amérique s'était relativement retirée de toutes les guerres dans le monde et qu'elle s'était recentrée sur une économie américaine et non une économie qui jouait avec les autres pays. Alors en vérité, c'est une économie énergétique, puisque derrière cette guerre en Ukraine, il y a des conflits énergétiques et aussi une peur pour l'Amérique de voir naître une super puissance eurasienne composée des Allemands, des Russes et des Chinois, des Allemands qui savent industrialiser des pays comme l'Ukraine, ce qu'ils avaient tenté de faire depuis longtemps, une puissance allemande aussi industrielle, en innovation industrielle, elle échange et elle donne ses innovations industrielles, les échange, elle les vend à la Chine par exemple, mais aussi elle participe au développement de la Russie. Nous avons la Russie qui envoie son énergie du sous-sol, son sous-sol à la Chine et l'Allemagne, puisqu'on voit que l'Allemagne est dépendante à 40% du gaz russe, et après elle allait être encore plus dépendante, puisqu'ils avaient décidé, d'un commun accord, de créer ce deuxième grand tuyau de gaz, ce Nord Stream 2, qui allait en vérité être une concurrence énorme pour d'autres gaziers comme les Français ou même les Américains, puisqu'il y avait en vérité un coup fomenté par les Russes et les Allemands pour essayer de devenir les leaders en Europe du gaz. La France n'appréciait pas vraiment, c'est pour ça que la France était ce qu'on peut appeler du côté atlantiste, parce que ses intérêts économiques sont plus portés vers l'Amérique que l'Allemagne en vérité qui est vers la Russie. Et on voit qu'il y avait la Chine qui était avec l'Allemagne et la Russie, qui est une puissance de production avec toutes ces petites mains qui produisent tout et n'importe quoi pour vendre des babioles et puis des choses des fois de qualité supérieure au monde entier, et particulièrement à la Russie et aussi à l'Europe. Il faut savoir que la mentalité chinoise n'est pas du tout la même que la mentalité européenne ou américaine. L'enrichissement est considéré comme un enrichissement global et le travail a avant tout une vertu sociale d'occuper le peuple et d'éviter les révoltes et les famines, puisque la Chine est très très bien gérée. Ce qu'elle craint le plus, c'est les troubles sociaux, donc le travail a avant tout comme fonction en Chine d'occuper le peuple plutôt qu'être vu comme un enrichissement personnel. Ce sont des mentalités différentes. Donc la Chine redoute avant tout qu'on lui enlève ses usines de chez elle, qu'on délocalise toutes les productions pour l'Occident. C'est la hantise de la Chine. Et la hantise de l'Amérique, c'est de voir naître un géant eurasien qui sera une concurrence mondiale pour elle. Alors, pourquoi, et on va en venir à cause de cette guerre, parce que c'est très intéressant de le comprendre,
de comprendre en profondeur, hein, et pas de rester dans l'émotionnel, comme on peut vous le montrer sur toutes les télés. Alors, c'est pas que les télés françaises, hein, c'est un peu les télés de toute l'Europe, hein, même les télés russes, mais chacun a sa vision qui est différente. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on va remonter à l'époque de Trump. Trump a été élu, il n'avait pas prévu qu'il soit élu, il avait voulu y aller. Il avait mis un point d'honneur à se présenter aux élections, une espèce de revanche sur la vie. Hein. C'est un désir de créer, il était un peu illuminé, une Amérique nouvelle, hein. Une nouvelle grande Amérique recentrée sur elle-même, qui arrêterait de faire des guerres dans le monde. Pourquoi il voulait faire ça? Parce qu'il en avait les moyens. En vérité, Trump avait misé sur les pétroles et les gaz de schiste, hein, pétrole de roche et gaz de schiste, qui permettait à l'Amérique d'être autonome énergétiquement et de se retirer de ces grands conflits mondiaux et en même temps de se recentraliser sur une économie américano-américaine en faisant revenir les productions, des délocalisations en Chine, en Amérique, et cela en augmentant les barrières douanières. C'est une technique utilisée, très simplement, ce sont des réseaux énergétiques. Donc c'était tout bénef pour l'Amérique, il avait presque réussi à l'époque, puisqu'il avait été élu un peu sur la peur de l'étranger, sur une virilité surjouée, mais on peut voir qu'à la fin de son règne, il n'avait construit que 4 km de murs entre l'Amérique et le Mexique, et qu'il avait beaucoup de Mexicains qui votaient pour lui, et à la fin, avant qu'il y ait ce Covid qu'on lui a mis sur le dos, il avait relevé l'économie américaine, qui était repartie florissante grâce à l'énergie du sous-sol, hein, la fracturation des roches pour en tirer le gaz de schiste et le pétrole de roche, et puis son association avec les pétroles et les gaz, les pétroles bitumineux, des sables bitumineux, pétrole, hein, du Canada, et puis c'est des accords un peu partout. Il était là. Il avait vraiment recentré son économie sur l'Amérique, et il avait laissé un peu tomber les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, qui sont en vérité des pétroles et des gaz américains, donc appartenant, alors bien sûr, aux grosses familles, régnantes du Moyen-Orient, mais dont les licences d'exploitation appartiennent aux Américains, et dont les actionnaires sont essentiellement des actionnaires de Wall Street, des gros actionnaires américains, des grosses firmes d'actionnaires américains qui soutenaient à l'époque Clinton, qui avait perdu contre Trump, et qui ont soutenu aussi Biden. Et on voit que si Trump est passé, il avait bien sûr avec lui Poutine et la Russie. Les gens ne savent pas exactement tout ce qui se passe derrière, mais Poutine et Trump, et en tout cas ceux qui sont derrière Trump, c'est-à-dire les gaz et les pétroles de schiste, hein, ont le même combat, c'est-à-dire qu'ils sont contre les gaz des pétroles du Moyen-Orient, qui sont américains. Donc on a une guerre américano-américaine pour l'énergie, hein, puisque si l'Amérique se met sur les pétroles et les gaz de schiste, les pétroles et les gaz du Moyen-Orient se trouvent profondément impactés, hein, et les actionnaires risquent d'être plus ou moins ruinés. Comme on sait qu'il n'y a pas tant que ça de réserves au Moyen-Orient, hein, particulièrement en Arabie Saoudite, et puis les autres pétromonarchies qui sont autour, ça pose un énorme problème, pour les pétromonarchies qui risquent de se retrouver ruinées rapidement, hein, donc c'est pour ça qu'on voit un effort énorme de ces régions pour se moderniser et sortir d'un islam un peu primitif, et essayer de s'ouvrir socialement, en essayant de mettre la femme un peu plus en avant, de s'ouvrir aux étrangers, d'essayer de créer des zones de faible imposition pour faire venir des firmes étrangères, qu'on peut le voir naître un peu partout là-bas. C'est difficile en Arabie Saoudite, mais ça commence à apparaître. Mais c'est quand même un énorme problème de savoir qu'après, le pétrole, si on ne fait rien, il y aura que des cailloux, hein. Donc c'était le problème. Et ceux qui vont payer, c'est les actionnaires qui savent qu'ils n'ont plus rien. Les actionnaires des pétroles et gaz du Moyen-Orient qui doivent se retourner. Et le grand ennemi de ces actionnaires américains, hein, qui étaient derrière Clinton, c'est bien sûr Trump et ces pétroles et gaz de schiste qui appartiennent aux États-Unis à des
associations de petits producteurs qui possèdent le territoire, c'est-à-dire le sol, et en Amérique, ce n'est pas les mêmes lois par exemple, qu'en France. Le sous-sol appartient à celui qui possède le sol, donc à une myriade de petits propriétaires privés qui s'associent et qui font fructifier tout ça et qui deviennent une véritable puissance. Alors, ça avait été déjà mis en avant à l'époque, avant Trump, par les anciens présidents, avec des systèmes de défiscalisation de ces recherches, parce que les technologies n'étaient pas au point, c'est très cher, ils ont dû emprunter à Wall Street ou ailleurs aux banques pour pouvoir générer cette nouvelle technologie d'exploitation du pétrole et du gaz qui est devenue rentable, polluante, mais rentable, hein, c'est caca, mais c'est rentable, mais ils étaient endettés. Et le grand coup qui était prévu à l'époque de Clinton, c'était d'être élu, et à ce moment-là de remonter la taxation, hein, c'était un peu prévu déjà, sur ces pétroles et gaz de schiste américains appartenant à des petits propriétaires, ce qui allait les endetter. Ils auraient dû à ce moment-là tout revendre parce qu'ils étaient dans la merde, et ils auraient dû arrêter de faire ça, au détriment des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, en tout cas de ceux qui sont actionnaires derrière les licences d'exploitation, hein, qui auraient pu à ce moment-là se retourner en rachetant les faillites du gaz et du pétrole de schiste américain pour pouvoir retomber sur leurs pas, parce qu'ils sont en train de perdre pied, puisqu'ils sont en train de perdre leurs gisements qui n'ont pas autant de réserves qu'on ne le dit. Donc c'est ça qui se passait exactement, et Trump a failli les ruiner, hein, puisqu'ils avaient prévu ce coup de pouvoir ruiner eux-mêmes de leur côté les pétroles et les gaz de schiste. Donc Trump avait tout intérêt de laisser tomber le Moyen-Orient pour se focaliser sur les pétroles et les gaz de schiste, qui étaient derrière lui et qui lui ont permis de se maintenir sans guerre. Alors vous voyez, hein, c'est quand même intéressé, on ne fait pas la guerre parce qu'on a des intérêts à ne pas la faire. Et de ce côté-là, il était le copain de Poutine, puisque Poutine voit dans cette recentralisation américaine sur son propre sol pour ses énergies un allié, puisqu'il n'y a plus cette concurrence au Moyen-Orient pour tous ces pétroles et ces gaz du Moyen-Orient, qui sont en concurrence directe, en vérité, avec la Russie, pour pouvoir inonder, par exemple, l'Europe de pétrole et de gaz, puisque l'Europe en a vraiment beaucoup besoin. Donc, c'était tout bénef pour Poutine, qui a eu les mains, en fin de compte, libérées pour faire chier mes mères et pour empêcher les gaz et les pétroles de passer par des gazoducs ou oléoducs à travers l'Europe, hein, et rendre à ce moment-là le pétrole et les gaz russes plus rentables, parce que c'est le pétrole et les gaz russes qui fait vivre la Russie. Ils n'ont pas d'économie de marché, c'est pas leur truc à eux, hein. C'est pour ça qu'on dit la Russie a le PIB de je sais plus quel pays, l'Italie ou je sais pas quoi. Oui, peut-être, mais ils en ont un peu rien à foutre, puisqu'ils ont le pétrole, le gaz, le nucléaire, l'hydroélectrique, le charbon, et puis même du blé, hein. Ils ont plein de trucs, hein. Donc ils s'en foutent de rouler avec des Lada, ils s'en foutent pas, mais ils pourront tout le temps rouler avec des Lada, avoir l'école qui marche et se chauffer l'hiver, avoir les hôpitaux, même moyens, avec quand même du chauffage, et faire rouler leur bagnole, quand l'Europe risque d'être dans une merde économique si on lui coupe, bien sûr, le pétrole et le gaz. Donc c'est intéressant de voir pourquoi Trump était l'ami de Poutine, et pourquoi c'était un coup dur pour les pétroles et gaz du Moyen-Orient, qui étaient les actionnaires, dont les actionnaires de Wall Street étaient dans la merde. Et c'est des très grandes puissances, puisque c'est eux qui financent les démocrates et qui ont financé, Clinton, qui a perdu, et après Biden. Alors évidemment, à l'époque, on voit que c'est des jeux économiques qui sont terrifiants, puisque la Chine, même si elle est avec l'Allemagne et la Russie, était à l'époque, et encore un peu maintenant, mais moins, un concurrent était en désaccord sur la politique internationale américaine, puisque la politique de Trump était une politique faite pour relocaliser les délocalisations, pour créer le plein emploi. Donc la Chine est l'ennemi des Américains, parce qu'elle voit partir ses productions chinoise, elle voit tomber ces usines qui ne pourront plus produire si Trump continue à délocaliser. On délocalise en faisant des barrières douanières, c'est-à-dire en rendant l'arrivée du produit
pas valable à cause d'un coût trop élevé de fabrication, de taxation qui rend la fabrication aux États-Unis plus rentable. C'est des trucs d'économie basique. Moi, c'est pas la bourse qui m'intéresse, c'est l'énergie, puisque je suis à la base anatomiste, et le corps, ça fonctionne d'énergie. Beaucoup de spécialistes en économie ont été de grands anatomistes, de grands médecins aussi. Donc, c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe derrière, même si la Chine est avec la Russie, elle n'est pas avec l'Amérique, elle fait profil un peu bas. Donc, voir la réélection de Trump était pour elle un risque de se voir sombrer dans une espèce de guerre civile ou de révolte, de troubles sociaux importants, puisque voir une classe moyenne baisser, ils sont 420 millions je crois, donc vous imaginez ce que c'est que la classe moyenne chinoise, qui risque de baisser économiquement, ça risque de troubler la vie de la Chine, de générer des troubles sociaux, puisqu'on sait très bien que s'il y a des révolutions et des troubles sociaux, elles partent avant tout de la classe moyenne, qui a les moyens de s'exprimer, les moyens de se révolter, les pauvres, en général, n'ayant que le temps de travailler, de bouffer, de dormir. C'est la vie, c'est comme ça, les petites mains qui travaillent toute la journée ont peu de temps pour faire penser leur cerveau. Et ainsi, les Chinois le savent très bien, ils ne veulent pas de problème chez eux. Donc, ils ont utilisé ce Covid, et toute cette désinformation, en mettant toute cette épidémie sur le dos de Trump pour le faire tomber, ce qui était un avantage pour la Chine. Mais ce n'est pas, comme on le voit, un avantage pour la Russie, puisque la Russie se retrouve à ce moment-là, de nouveau, en concurrence directe avec les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, qui sont de nouveau protégés et aidés par le régime américain. Et donc, la Russie ne voit pas les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, ne voit pas cette perte d'élection de Trump comme quelque chose d'aussi avantageux que pour la Chine. Et comme l'Amérique, en tout cas l'Amérique de Biden, qui est l'Amérique des démocrates, c'est-à-dire l'Amérique de Wall Street, qui allait couler à cause de Trump, cette Amérique-là est encore sur les gaz et les pétroles du Moyen-Orient et veut les sauver à tout prix, en tout cas faire le maximum de bénéfices avant de transformer tout ce type d'industrie, ou peut-être en partie en industrie du schiste en rachetant les pétroles et les gaz de schiste ruinés par une augmentation des taxes aux États-Unis qui était prévue et qu'ils ont dû continuer à faire. Donc ils vont les racheter et en même temps ils vont réinvestir dans tout ce qui est énergie entre guillemets propre, c'est-à-dire dans un premier temps, la fabrication de toutes les batteries lithium et tous les réseaux pour pouvoir les recharger. Ce qui est un moyen de retomber sur ses pas, sachant qu'on va crever au Moyen-Orient puisqu'il n'y a plus assez d'énergie là-bas. Donc c'est classique, c'est un peu ce qu'ont fait les cigarettiers. Quand un cigarettier perd son tabac, puisque sa vente de tabac, parce qu'on sait que c'est cancérigène et ça tue, il se met directement les cigarettes électroniques, tout simplement. C'est une façon d'essayer de compenser les pertes pour les actionnaires, pour eux-mêmes. Donc, le pétrole et les gaz du Moyen-Orient, qui appartiennent aux États-Unis, qui ont fait en partie tomber le gaz de schiste et qui ont fait tomber Trump, se retrouve de nouveau en conflit avec la Russie et n'ont pas du tout intérêt à voir naître, et c'est leur phobie, c'est leur obsession, une grande Eurasie composée de l'Allemagne, de la Russie et de la Chine qui deviendrait une super puissance économique. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours été là. Alors, pas à l'époque de Trump, mais ils ont toujours été là, en train de lorgner sur l'Ukraine, puisque l'Ukraine, avec ses 44 millions d'habitants et sa grande surface agricole, a toujours été une zone que les Américains n'ont pas voulu voir se développer. Donc ils ont toujours été là, en train d'essayer d'instaurer avec l'OTAN, qui est un moyen de pression, pas pour défendre l'Europe, alors à un moment ça a défendu l'Europe, mais moins maintenant, mais pour défendre les intérêts américains, qui sont les intérêts des gaz et des pétroles du Moyen-Orient aussi, pour ne pas voir, et les intérêts américains, pour ne pas voir une superpuissance naître, une superpuissance eurasienne qui est Allemagne, Russie, Chine, qui serait en concurrence directe avec une Amérique qui quand même a besoin de se tourner vers l'étranger pour vendre ses matières premières et aussi ses créations d'économie de marché. Donc ils ont tout intérêt à éviter de voir la création de cette grande une Ukraine modernisée. C'est pour ça qu'ils ont toujours été derrière. La révolution orange a eu lieu. Ils ont toujours fait en sorte de faire tomber l'Ukraine et de la maintenir dans un état assez pitoyable. Parce que l'Ukraine, il faut savoir que c'est un pays qui est très dur à gérer. C'est un pays qui n'est pas du tout centralisé.
dégagé. On voit bien que c'est un pays qui est fait avec quand même des peuples un peu... Alors, même s'il y a une base slave, bien sûr, il y a des cicatrices ouvertes à cause d'un passif de peuple ukrainien avec les soviétiques, mais qui sont assimilés russes, puisque c'est pas les Russes, c'est les soviétiques, qui avaient organisé une grande famine en Ukraine pour restructurer l'Ukraine et faire partir tous les petits paysans pour créer des grands kolkhozes, pour moderniser l'Ukraine et en faire un grenier à blé pour fournir du blé pour toute la Russie puis l'Ukraine au passage. Donc ils ont créé quand même une famine et des millions de morts, et c'est resté ancré dans la mentalité ukrainienne. De plus, quand les Ukrainiens ont vu arriver les Allemands, ils les ont vu un peu arriver en libérateurs. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers les Allemands et qu'on les voit encore maintenant, qu'on voit encore des milices néo-nazis. Alors ce sont des milices néo-nazis qui ne sont pas de souche, qui ne sont pas, si vous voulez, raciales, comme on pourrait l'imaginer, comme le nazisme allemand de l'époque, mais qui sont une espèce de réminiscence et une admiration du régime nazi qui les a sortis dès un moment des soviétiques, qui ont assimilé les Russes, qui avaient fait des millions de morts. Donc on voit, et les Ukrainiens sont slaves aussi, c'est les mêmes, c'est les petits frères, mais eux sont décentralisés et c'est très très dur de gérer l'Ukraine. Alors, à l'époque, les Russes, avant la révolution orange, qui était aidés par les Américains, ils ont fait dégager le président russe. Vous savez, des mecs comme Soros qui viennent monter tout le monde. La Russie ne peut pas gérer directement l'Ukraine pour la bonne raison, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas se soumettre aux Russes. Ils ont ce passif énorme. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient déjà, à l'époque, ils s'étaient organisés avec les Allemands pour pouvoir moderniser en douce l'Ukraine. C'est-à-dire que les Allemands viennent avec des hommes d'affaires et l'Allemand est très fort pour corrompre, soudoyer, installer une espèce d'économie de marché souterraine basée sur un actionnariat des firmes allemandes qui n'est pas visible au niveau de la bourse puisqu'ils arrivent en petite quantité, mais c'est eux qui récupèrent sur les traités les bénéfices des sociétés au niveau industriel et surtout au niveau agricole où ils avaient commencé à moderniser l'Ukraine. Alors on dit mais comment tu sais ça? Alors je sais ça parce que je suis en Europe centrale depuis 27 ans maintenant et j'avais à l'époque il n'y avait même pas internet, j'avais toutes les télés, je regardais, j'étais là et puis je regardais toutes les émissions et je voyais des fois les émissions qui passaient, je voyais qu'il y avait beaucoup de publicité pour les investissements agricoles en Ukraine et je voyais beaucoup de matériel agricole et de gestion agricole allemande qu'on ne voyait pas apparaître dans les chiffres en vérité. Donc ils étaient là et l'Amérique évidemment le sait très bien et n'apprécie pas beaucoup de voir se développer cette grande Ukraine et une augmentation de la puissance russe et en même temps une augmentation de la puissance européenne, puisque la grande peur des Américains, c'est quand même de voir un énorme concurrent économique sortir. Ils ont déjà la Chine, maintenant ils ont peur d'avoir la Russie, Allemagne-Chine, qui serait encore plus dur pas combattre, mais à concurrencer dans le grand monde terrible des échanges énergétiques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont dégagé ce gars-là, avec cette révolution orange, je me souviens plus, j'étais jeune, et après, l'Ukraine est repassée dans le chaos un peu, les Allemands sont un peu partis, les Américains s'y sont mis, le problème c'est que l'Ukraine, comme je vous dis, n'est pas centralisée, c'est très dur à gérer, ça reste un peu dans le caca, puisque l'Ukraine est tenue d'une façon un peu féodale par des barons mafieux qui tiennent les villes. Alors attention, barons mafieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas patriotes et qu'ils veulent vous rançonner quand vous êtes là. Non, mais ça veut dire que si vous ne connaissez pas la façon de les soudoyer, de venir bosser, l'Ukraine ne va pas se développer, puisqu'ils prennent leurs bénéfices, il faut traiter avec eux. Si tu ne connais pas comme les Allemands, tu es dans la merde. Donc les Ukrainiens ne peuvent être, en fin de compte, organisés que par la filouterie allemande, ou plutôt la connaissance du terrain allemand, et cette façon de soudoyer les gens, de prendre des bénéfices en douce, de placer des mecs du coin en haut, et puis tout en ayant noyauté des systèmes d'actionnariat pour eux pouvoir continuer à tirer leurs bénéfices, ou par la botte russe qui a su réindustrialiser et moderniser l'Ukraine, mais à quel prix, c'est-à-dire des millions de morts, et une perte de liberté totale, donc ce que ne veulent absolument pas avoir les Ukrainiens. Les Américains étaient derrière, mais quand les Américains sont là, ils n'ont rien fait de particulier. Leur but, c'est de laisser pourrir la situation et de dire « vive la liberté, mettez-vous avec l'Europe », ce que ne veut absolument pas
Poutine, alors les Américains le font par l'intermédiaire de l'OTAN, bien sûr, parce que Poutine ne veut pas voir perdre son Ukraine, hein, qui est pour lui aussi une façon d'arriver à la mer, à la mer Noire, et qui est une façon d'aller dans son commerce méditerranéen. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même d'énormes intérêts et conflits d'intérêts américains, russes, et que les Allemands en vérité font le jeu des Russes. Hein. Ils disent qu'ils sont avec les Américains, mais en vérité, ils sont avec les Russes, économiquement. Et les Américains le savent très bien. C'est pour ça que cette invasion de l'Ukraine, qui est un faux pas, à mon avis, de Poutine, énervé par la mouche de l'OTAN qui vient faire chier les Russes du coin et qui vient placer de l'armée américaine dans le coin, tu vois, ça fait chier les Russes, ça énerve Poutine. De plus, le Donbass, toute cette région est une région comme la Crimée avant qui était humiliée par les Ukrainiens. Hein. Non seulement il y avait une guerre, bien sûr que les Russes entretenaient aussi de leur côté, parce qu'ils ne peuvent pas perdre la face en disant qu'ils abandonnent leur peuple. Hein. Donc sans dire qu'ils attaquent vraiment parce qu'ils ont des énormes intérêts avec l'Allemagne. Hein. Je vais vous expliquer après quels intérêts ils ont. Et donc ils étaient assez énervés par les Américains, surtout que les Ukrainiens, par ce passé qui est dur, font vivre une vie d'enfer aux russophones, en les humiliant. Alors c'est surtout qu'ils appuient sur les régions où il y a des Russes pour les faire partir, en ne modernisant pas les routes, en coupant l'électricité, en coupant le gaz, en ne rénovant pas de rénovation des hôpitaux, des écoles et tout ça. Il n'y a rien qui se passe, c'est ce qui se passait en Crimée. Hein. Ils coupaient même le gaz le gaz l'hiver. C'est pour ça que les Russes sont intervenus, puis ils ont récupéré tous les ports militaires, mais aussi ports commerciaux pour pouvoir descendre sur la Méditerranée. Hein, c'est gros problème, grosse guerre économique en vérité. Et ça, en vérité, les Ukrainiens sont poussés aussi par les Américains qui, eux, en fait, n'ont pas intérêt à avoir un conflit armé là-bas, ils ont simplement intérêt à voir la Russie s'engager en Ukraine et à voir la Russie s'engager dans un espèce de marécage ukrainien où on pourra lui faire des sanctions qui, comme on l'a vu, vont entamer l'économie européenne et effondrer une partie de l'économie européenne, comme je vais vous l'expliquer intelligemment. Donc on voit déjà qu'il y a ce problème qui est énorme, qui est un problème historique, ça commence pas tout de suite, hein, c'est assez vieux, et qui est un problème aussi moderne de problème économique, de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts sur le gaz, actuellement, énorme conflit d'intérêts, puisque on voit qu'il y a une grande guerre économique pour passer de l'énergie pétrole pour les moteurs à explosion, pour tout ce qui est tracteurs, véhicules, aux batteries lithium, avant de passer au monde de l'hydrogène, des moteurs à hydrogène qui sera sûrement extraite grâce à l'énergie atomique en vérité, extraite de l'eau par l'énergie atomique. Donc c'est pas l'hydrogène en elle-même, l'hydrogène c'est pour les moteurs, mais on ne peut avoir cet hydrogène qui est transportable à l'énergie atomique, à part des gros bateaux, c'est difficile d'avoir dans une petite voiture. Donc ça sera l'avenir, mais pour le moment on doit passer par les batteries lithium, et c'est la grande guerre pour pouvoir créer les grandes usines et être le maître des batteries lithium pour pouvoir envahir le monde avec les nouveaux véhicules qui ne seront pas des moteurs à explosion avant de passer à la troisième énergie, l'hydrogène, dont on n'est pas encore, on a la technologie, mais on n'est pas encore au top. Pour le moment, c'est batterie lithium, les gars. Donc on voit qu'il y a cette grande guerre économique. Déjà, la Chine avait sûrement fait un deal avec les États-Unis de Biden, qui n'étaient pas les copains, la Chine n'était pas du tout le copain de Trump, alors que la Russie était le copain de Trump, alors que la Russie est le copain de la Chine, c'est marrant à voir, ou plutôt triste aussi. Et ils avaient fait un deal, ils avaient dit, si vous nous aidez à faire tomber Trump, eh ben, on vous vendra plein de pétrole, il n'y aura pas de problème. Puis la Chine, plutôt,
Si la Chine, si les États-Unis font tomber Trump, et la Chine aidera Biden en lui achetant plein de pétrole du Moyen-Orient. C'était le deal. Mais il n'y a pas non plus beaucoup de pétrole du Moyen-Orient. Donc c'est pour ça qu'on a vu arriver les premiers grands accords pétroliers. La Chine continue à acheter à la Russie massivement, mais elle a aussi acheté, elle commence à acheter, elle a aussi acheté beaucoup, en tout cas, aux exploitants américains qui exploitent les gisements du Moyen-Orient. Donc voilà, ça c'est arrivé, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, qui est nouveau, pour montrer que la Chine était copain avec les Américains, mais copains juste un peu, hein, pas beaucoup, parce qu'on voit que là, ils sont pro-russes, à fond la caisse. Ce qui se passe avec le gaz, c'est que les Russes avaient prévu déjà, les Russes ne sont pas gentils, puisque c'est eux qui font la guerre aussi au Moyen-Orient, en Libye, pour empêcher le passage des canalisations de gaz du Moyen-Orient en Europe, hein, pour vendre leur propre gaz. Personne n'est gentil dans cette histoire, il ne faut pas prendre un camp, un autre, il n'y a pas des anges, hein, c'est l'humanité. Ce qui se passe, c'est que l'Allemagne avait prévu ce Nord Stream 2, et c'est très intéressant, qu'il y a un énorme tuyau de gaz de 2 mètres de haut. Alors vous imaginez le débit, hein, ça va plus vite que du gaz liquide, c'est moins cher que du gaz liquide amené par bateau, puisqu'il faut aussi un bateau, ça fonctionne au diesel, hein, aux huiles lourdes, donc c'est moins rentable, et puis ça met plus de temps. Donc ils ont construit ce Nord Stream 2, et il y avait derrière ce Nord Stream 2 une entourloupe russo-allemande, pour pouvoir le diffuser dans toute l'Europe, au détriment, par exemple, des Français, de leur gaz du Moyen-Orient ou d'autres, hein, ou même d'autres importateurs de gaz, et c'était un peu prévu comme ça. C'est-à-dire que les Russes, vous l'avez vu, ils sont déjà en Afrique, puisqu'on voit qu'il y a les milices Wagner. Les milices Wagner, en vérité, c'est les Russes, hein. C'est privé, on dit c'est pas nous, mais c'est nous, hein, voilà. Et ils sont là pour un peu dégager la France et dégager la concurrence en Afrique, pour s'installer en Afrique en vue de gérer les matières problèmes et de faire de dispatcher le gaz africain, et particulièrement le gaz nigérian et Niger. Il est prévu un grand gazoduc, c'est pas eux, hein, c'est les autres. Donc ils se mettent dans le coin pour pouvoir bloquer ça, et ils sont associés avec l'Algérie, qui est un fournisseur de gaz à la France. Alors la France est multigaz, hein, mais c'est aussi ça, mais aussi à l'Espagne. Et ils avaient déjà prévu leur petit coup, c'est-à-dire, on a vu que l'Algérie est tombée dans le giron depuis longtemps, un Russe qui leur fait une aide militaire, une aide d'exploitation du pétrole. Ils sont là partout, ils sont sympas, hein, avec les Algériens, les Russes. Et en échange, les Algériens, ils ont bloqué. Alors il y a un conflit marocain et algérien. Ils ont bloqué, ils allaient bloquer l'arrivée du gaz algérien en Espagne. Alors on dit ouais, c'est un conflit, mais derrière ça, il y a une grande filouterie pour vendre du gaz de Nord Stream dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que l'Algérie a créé un gazoduc, il envoie son gaz vers l'Italie, et sûrement la Russie, hein, c'est un jeu de billard, hein, toute cette énergie a dit à l'Algérie, on va te laisser la part italienne de gaz qu'on vend aux Italiens, puisque les Italiens utilisent beaucoup de gaz russe, hein, par les gazoducs qui passent par l'Est, et l'Ukraine en particulier, et en échange, on te laisse notre part, et en échange, tu bloques la part espagnole, en bloquant l'arrivée du gaz par le Maroc à l'Espagne et à l'Europe du Sud, donc un peu la France aussi, hein. Donc ça gêne aussi la France. Tout ça, c'est fait pour pouvoir faire des blocages de gaz et générer, pour l'Allemagne, tiens, on va vous vendre du gaz, puisque l'Allemagne prend un pourcentage sur le gaz qui passe par Nord Stream, hein, par la Baltique, sur l'Europe, sur la France, sur l'Europe du Sud, mais pas l'Europe du Sud-Est, l'Europe du Sud-Ouest, donc les Espagnols, les Portugais, et toute cette région, et même la France un peu. Donc c'était prévu de niquer un peu la France au passage, en bloquant l'arrivée du gaz algérien. Tout le monde c'est tous des filous, hein, dans cette histoire, ou tous des gens qui se battent pour leurs intérêts, et leurs intérêts ne sont pas les intérêts des autres, et des fois on peut s'arranger, des fois non. Donc c'était prévu de faire comme ça. La France n'apprécie pas du tout, c'est pour ça que la France aussi, elle n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, qui elle se tourne à 40% vers le gaz allemand. Puis la France vend son électricité nucléaire aux Allemands, hein. Et donc l'électricité nucléaire aux Allemands, si les Allemands font plus de gaz
russe, ça fait des parts en moins pour l'électricité nucléaire française. Donc on a un énorme conflit d'intérêts européen. Donc on peut croire que, vous avez vu qu'avant je vous ai parlé d'une guerre américano-américaine avec les gaz et les pétroles de schiste contre les gaz et les pétroles du Moyen-Orient. Là on a un conflit d'intérêts énorme entre Allemands et Français pour des raisons énergétiques. Et derrière tout ça, la France, elle ne peut être qu'américaine. Alors bien sûr, les intérêts de la France dans cette crise avec la Russie, ça sera les intérêts de ceux qui possèdent le gaz, le pétrole, et qui sont dans les affaires. Le petit peuple va encore payer, va être encore dans la merde. Les petits Français vont être obligés de mettre un pull cet hiver, de prendre une douche chaude par semaine, et de baisser leur chauffage, voire de ne pas le mettre. Et de rouler peu. C'est pas grave, c'est la décroissance. Et on polluera moins, il y aura moins d'impact carbone sur le monde. Non, mais c'est minable. Mais bien sûr, c'est tout le temps les mêmes qui payent, dans les crises économiques. Les moyens deviennent pauvres, les pauvres deviennent miséreux, et les riches restent riches, voire s'enrichissent. C'est une des bases. Donc on voit qu'il y avait une petite entourloupe russo-allemande pour niquer la France et lui vendre le gaz du Nord Stream, ce que la France n'a pas apprécié du tout. C'est pour ça que la France est américaine. Donc on voit qu'il n'y a pas d'union européenne. Il y a une liberté de circulation des personnes, mais les intérêts entre Allemands et Français ne sont pas du tout les mêmes, et c'est bien triste, mais c'est comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé de ce côté-là, et c'est un tout bénéf pour l'Amérique de voir cette crise ukrainienne qui arrive avec ce faux pas de Poutine, parce qu'en vérité je pense que c'est un faux pas, il aurait pu s'en passer, laisser couler un peu ça, laisser passer le Nord Stream, couler l'économie française, et après faire une petite action en Ukraine pour reprendre 2-3 territoires. Et là il est craqué, il est passé tout de suite, c'est ça le russe, il est peut-être vieillissant, il est peut-être malade, je sais pas. Il voulait peut-être voir ça avant la fin de sa vie ou la fin de son règne, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé à l'action tout de suite, et ça nous fout dans la merde, puisque pour se faire réélire, les dirigeants occidentaux sont obligés de montrer qu'ils veulent défendre la veuve et l'orphelin ukrainien, le pays oppressé, alors oppressé bien sûr, mais monté en douce par les Américains pour faire péter un plomb aux Russes. Et quand un Russe pète un plomb, il pète réellement un plomb. Le Russe est très calme jusqu'au moment où il ne l'est pas. Il faut se méfier de l'eau qui dort, on ne voit pas ce qu'il veut faire, et puis d'un seul coup, quand la frontière est franchie, le Russe devient dingue. C'est classique, c'est du Russe. On les aime comme ça, on les aime pas, et ils ont débarqué en Ukraine. Alors nos gouvernants occidentaux ont joué les humiliés, en sachant bien sûr ce qu'il y avait derrière, pour faire des sanctions poussées par les Américains et le système de médias américains extrêmement bien ficelé, qui martèle en permanence une idéologie de liberté des peuples, de liberté sexuelle, cette espèce de wokisme, où on essaye de vendre la liberté totale, qui est en vérité un paravent pour faire valoir des intérêts énergétiques, puisque Biden se fait élire sur la liberté, et sur le vilain raciste Trump et le vilain machiste Trump. En vérité, tout ça c'est bidon. La liberté sexuelle, la liberté de genre, le non-racisme, le wokisme, les féministes et les lesbiennes à cheveux verts, c'est du folklore. Derrière, il y a une énorme guerre énergétique entre les pétroles et gaz du Moyen-Orient et les pétroles et gaz de schiste, tout simplement. Et on rigole bien avec ça, ou plutôt c'est plutôt triste, parce que maintenant le pauvre peuple ukrainien est écrasé et meurtri avec cette histoire. Donc Biden est passé, il a poussé l'Ukraine. Nos dirigeants, pour avoir bonne allure, font des restrictions sur le commerce avec la Russie. Le problème, c'est que la Russie va manquer d'Apple, va manquer de McDonald's, va manquer de produits de luxe. Nous, on va manquer de gaz. Alors, pas nous, mais l'Allemagne. C'est tout bénéfice pour la France, mais pas pour nous, les Français. Pour les entreprises qui vendent du gaz ou qui vendent de l'électricité nucléaire à l'Allemagne pour compenser. On va manquer de blé, on va manquer de tout. On voit déjà que la pompe, ça augmente. Alors, c'est un prétexte, parce qu'on ne va pas le sentir tout de suite. C'est un prétexte pour remonter les taxes et récupérer un peu d'argent, parce qu'on était un peu dans la merde financièrement à cause de ce Covid. On a sorti de l'argent. Moi, vous savez ce que je dis. L'argent, j'en ai que foutre. Ce qui compte, c'est chauffer mes mères et ce que j'ai et le lard que j'ai dans ma soupe.
c'est la base, c'est comme ça que devrait penser un politique. Mais ce qui se passe, c'est que nos politiques ont décidé de jouer les offusqués, les gens sensibles, mais dans le seul but de se faire réélire, parce que s'ils avaient dit qu'ils en avaient rien à foutre de l'Ukraine pour continuer à avoir le gaz, comme on a vu en Allemagne ou ailleurs, bah, ils ne seraient pas été réélus, hein. Ils seraient partis, ils auraient perdu leur pouvoir, et malheureusement ils sont accrochés à leur pouvoir. Nos hommes politiques sont des séducteurs, même en Allemagne, bien qu'ils soient quand même plus attachés au peuple, c'est quand même des gens qui veulent être élus et qui ont peur du jugement populaire. Et donc, ils seront rentrés là-dedans. On a vu que l'Allemagne est rentrée à reculons dans cette guerre. Il a commencé par pas vouloir faire de sanctions. Après, ils n'ont pas voulu envoyer d'armes réellement. Après, ils ont envoyé des casques, des vieux casques. Alors, l'histoire, c'est qu'éventuellement, je crois qu'ils avaient changé en partie leurs casques militaires par des nouveaux casques. Cher, un casque, hein. Ils ont envoyé leurs anciens. Et on voit qu'ils ne peuvent pas envoyer d'avions modernes en Ukraine, puisque de toute façon, les Russes ne vont pas être contents. Et en plus, les pilotes ukrainiens ne savent piloter que, globalement, des avions issus de Russie ou d'ailleurs, puisqu'ils ont tout le temps piloté ça. Donc, ils arrivent avec des avions qui ne savent pas piloter. Donc, tout ça, c'est bidon. Et même s'ils les envoient là-bas, les avions, de toute façon, il n'y a plus de piste d'aéroport, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est bidon. Les Russes sont tout bombardés. Donc nous, on va surtout subir d'énormes sanctions économiques, c'est-à-dire se tirer une balle dans le pied, ou comme disait Gave, dans la tête, hein, oui, c'est à peu près ça, et on va sanctionner la Russie, c'est-à-dire qu'on va se sanctionner nous-mêmes, et on n'aura plus le pétrole, le gaz. Alors pour la France, on s'en fout, mais l'Europe, c'est l'Europe quand même, il y a d'autres pays qui jouent, la France va pouvoir se sortir, c'est bénéf un peu pour la France, puisqu'elle va compenser en vendant à l'Allemagne son nucléaire et ses importations peut-être de gaz Qatar. Les Américains, c'est tout bénef pour eux, puisque le fait d'avoir fait des sanctions contre la Russie, bah, l'Europe va être obligée de leur acheter du pétrole et du gaz du Moyen-Orient en plus grande quantité. Et bien sûr, ils vont essayer d'apporter du gaz liquéfié d'Amérique, et tout ça très cher. L'Amérique va en profiter, et les gaz pétrole du Moyen-Orient, pour vendre à l'Europe dans le besoin, hein, du gaz et du pétrole extrêmement cher, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, histoire de renflouer les pétroles et les gaz du Moyen-Orient qui étaient dans la merde. Donc le grand gagnant, c'est qui? C'est l'Amérique des pétroles et des gaz du Moyen-Orient. L'Europe est dans la merde. La Russie va s'en sortir, puisque on peut voir les dernières informations russes, quand on est en Russie, parce que moi j'appelle mes amis russes et j'entends les informations, ils me traduisent, c'est rigolo, hein. Et j'appelle aussi mes amis hongrois, et puis je suis aussi en Allemagne, et je suis au Danemark aussi, je bouge beaucoup, 5500 km ce mois-ci, j'en ai ras les couilles. Donc on peut voir, ce que dit la Chine, alors je l'ai su avant, mais je crois que ça a filtré maintenant, la Chine a dit à l'Amérique, l'Amérique a dit, vous devez faire des sanctions contre la Russie. La Chine a dit, nous ne ferons jamais de sanctions contre la Russie, puisque nous considérons que la Russie n'est pas responsable et que c'est l'OTAN qui est responsable en montant l'Ukraine contre l'Amérique. Donc il n'y aura pas de sanctions contre notre partenaire économique russe, partenaire économique, et on voit bien que la Russie continue à fournir du gaz, comme l'a dit Poutine très bien dans ses interviews, qui n'est pas du tout un enfant de cœur, qui a pété les plombs et qui écrase de façon odieuse, c'est vrai, l'Ukraine et les pauvres Ukrainiens, qui ont été poussés d'une façon odieuse par les Américains dans ce bourbier, en vérité, qui est fait pour ne pas développer l'Ukraine et empêcher le développement d'une Ukraine produisant avec l'Allemagne pour une Russie avec une grosse classe moyenne, hein, et puis enrichissant en même temps la région. Donc on voit que la Russie, elle, s'en sort plutôt relativement bien, hein, ce petit actionnaire américain, celui qui a joué avec des dollars, celui qui avait fait du commerce, de l'import-export, qui s'en sort un peu, qui tombe dans la merde, qui voit son salaire divisé par 3, mais globalement, comme dit Poutine, nous, on a du pétrole, du gaz, de l'électricité, on a du blé, on pourra continuer à manger. Vous, les Européens, vous êtes dans la merde. Et nous, on peut tout vendre aux Chinois si on veut. Et même si on n'a pas d'Apple, et moi c'est ça qui vous le dit, s'ils n'ont pas d'Apple, hein, et s'ils n'ont pas d'iPhone, c'est pas grave. Ils auront des copies chinoises, ils auront des écrans plats chinois, des téléphones chinois, ils auront tout chinois, échangé contre du pétrole et du gaz, puis même de l'or s'ils veulent. La Chine s'en fout, le but c'est d'avoir de l'énergie pour générer tout ce développement industriel, pour être la leader mondiale des batteries à lithium qui seront l'énergie du futur, hein.
Et ça, c'était le but. Alors l'Amérique a gagné dans un premier temps. La Russie va être un peu mise à genoux, mais elle a l'habitude. Elle a déjà été soviétique très longtemps, hein, sans économie de marché du tout. Elle continue à fonctionner. Hein. C'était dur, c'était soviétique, quoi. Un système que nous, en Europe, on ne pourrait pas vivre, si vous voulez. Mais eux le font, ce sont les Russes. Donc elle pourra continuer à vivre puisqu'elle a l'énergie, la matière première, le sol. Hein. Elle aura toujours du blé, des patates, du pétrole, du gaz et l'énergie nucléaire qu'elle va refiler à la Chine. La Chine va lui refiler ses petites productions pour que les Russes puissent consommer un peu et aient cette nouvelle ère un peu soviétique, je rigole, mais un peu plus rose qu'à l'époque rouge. Donc ça va bien se passer pour eux. Dans un second temps, il faudrait que l'Europe se relève parce que ceux qui en prennent plein la gueule, c'est nous, les Européens, avec l'aide de l'Amérique qui, elle, a joué sa carte, a gagné et va sûrement sauver les actionnaires des gaz et des pétroles du Moyen-Orient. Voilà, petite vidéo pour vous parler d'économie, de géopolitique, de géostratégie, et pour essayer d'enlever tout cet émotionnel qui vous brouille l'esprit et qui fait que vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe. Alors, beaucoup de gens comprennent, hein, bien sûr. Hein. Sachez que je ne sors pas ça de mon cul, puisque je vis en Europe centrale depuis maintenant 25 ans. Je connais le milieu, je connais les Russes, je connais les enjeux énergétiques qui sont derrière tout ça, puisque j'ai mes petits oiseaux un peu partout, puisque mes réseaux sociaux sont faits de gens passionnés, issus de la diversité ou autres, qui sont souvent des hauts diplômés, qui sont dans le monde entier et qui m'expliquent un peu ce qui se passe. Donc je n'ai pas à me fier à BFM ou à d'autres médias, hein. Je regarde quand même les vidéos, mais j'ai aussi mes propres informateurs. Et c'est pour ça que je peux vous faire une vidéo sur ce sujet, qui est pour moi une des meilleures de YouTube, et qui vous permettra d'y voir plus clair dans ce monde qui s'assombrit. Donc, l'hiver prochain, on aura peut-être un pull, un chauffage qui marchera moins fort. Je vous conseille le chauffage électrique, puisqu'on a du nucléaire. L'Allemagne va se mettre plein pot au charbon, passer en Allemagne. Vous allez vers Essen, vous avez des mines de charbon à ciel ouvert. Ils polluent à fond la caisse, nos amis écolos allemands. Hein. Croyez-moi, tout ça est une vaste hypocrisie. Je sens qu'on va voir revenir le monde du gaz de schiste, des pétroles de roche, du charbon et du nucléaire, le temps de passer cette petite tempête sur les énergies gazières. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre surtout en Ukraine. Hein, ça me fait de la peine pour les Ukrainiens qui se sont fait monter la tête en n'ayant pas les moyens, en fin de compte, de s'opposer victorieusement aux Russes, en sachant que l'Europe, à part des sanctions qui vont les sanctionner eux-mêmes, n'ont pas beaucoup de moyens d'agir contre ce géant russe, qui est un géant énergétique, même si son PIB est tout petit, ce qui n'a aucune importance quand on possède l'énergie. Le monde appartient à celui qui possède l'énergie, et les guerres se font toujours pour l'énergie. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.